Bonjour à tous et bienvenue dans Culting Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami du beau temps, l'ami qui nous amène, certains disent même le réchauffement climatique, tellement cet homme a vraiment un réacteur nucléaire à la place du cœur et il émet comme ça de la bonne humeur et de la gentillesse pour tout le monde. Je parle évidemment de Ker. Comment ça Ker que certaines personnes dans les années 90 appelaient Captain Planet. Ker, alors maintenant que tu n'as plus le costume du Captain Planet, mais que tu as le costume de travail de l'homme qui est là pour changer le monde, comment tu vas ? Est-ce que ça va, mon poteau ? Eh ben, c'est une belle introduction à ma gloire, donc merci mon cher Greg, ça va très bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aussi. On est là donc pour vous parler des news de la semaine. Donc voilà, on est content, il y en a plein, donc vous allez voir de quoi se régaler. Et c'est toi qui commence, mon cher Greg. Eh bien, je vais commencer par une news qui va réjouir tout le monde. Les rues d'à peu près toutes les grandes capitales sont en liesse. Donc si vous n'êtes pas au courant, je vais être peut-être la dernière personne pour vous le dire. Mais très très grosse news qui a réjoui du cœur de beaucoup de gens. Les Anneaux de Pouvoir saison 3, eh bien le tournage est en cours. Donc ce n'est pas des chimères, ce ne sont pas des rêves. Les gens se disaient mais est-ce qu'ils allaient abandonner ? Est-ce qu'ils allaient jeter l'éponge ? Mais non, tel Rocky, les Anneaux de Pouvoir, ils prennent des coups, mais ils se relèvent toujours. Et c'est pour ça qu'ils gagneront à la fin. Et donc du coup, ils ont tout simplement annoncé sur leur réseau que le tournage avait démarré le 30 avril dernier. Ce qui veut dire, mon cher Ker, que niveau timing d'écriture, on a l'air d'être assez court. Mais les mauvaises langues diraient, plus qu'une demi-journée, c'est trop long pour les Anneaux de Pouvoir. Et ce n'est pas gentil. Là, ils ont eu quand même à peu près la moitié de ce qu'une série de petit budget aurait. Eux, ça leur suffit grandement pour nous faire du chef-d'œuvre. Et donc, c'est effectivement, comme beaucoup le disaient, une très courte durée. Mais le génie, qui sommes-nous pour critiquer le génie ? Personne. Donc au final, le truc, c'est que le tournage est arrivé. Il y a des personnes qui ont été annoncées pour revenir dans le casting. Il y a Jamie, pour rejoindre le casting, excusez-moi, Jamie Campbell-Bower, Andrew Richardson, Eddie Marchand, Ruby Varla et Adam Young. Mais on ne sait actuellement pas quel rôle ils font. Alors même si la toile a plein de suppositions, sachant qu'ils ont quand même ont des gueules très marquées. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir... on va dire que dans le monde du Seigneur des Anneaux, des visages assez marqués, ça peut nous faire des orques, ça peut nous faire des elfes, ça peut nous faire même des tréants. Donc j'ai hâte de voir un petit peu tout ça. Et pour quand même mettre de l'eau un petit peu dans mon acide, le truc c'est que très concrètement, je trouve que la communication de fin de saison 2 dans le mea culpa pour dire on a compris, on va s'améliorer et tout, je la trouve plus engageante que celle de la saison 1 qui était « Quoi, vous aimez pas la série ? Mais vous êtes des gens qui êtes pas bien dans votre tête ou quoi ?» C'est vrai que j'ai une petite préférence pour une communication plus que l'autre. C'est mon côté optimiste. Et voilà. Et donc du coup, comme les précédentes saisons, moi je vais lui donner sa chance. Après tout, en fait, ils ont acheté le fait que je leur donnerai toujours leur chance en achetant le fait que c'est dans l'univers de Tolkien. On verra bien tout ça. Mon cher Ker, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous faire un petit point pognon ? Parce que les gens étaient choqués, hein, vraiment les commentaires ont dit mais qu'est-ce qui se passe ? Ker ne fait pas le point pognon direct. Est-ce qu'il a un vague à l'âme ? Est-ce que le fait qu'il était malade fait qu'il s'est recentré sur les choses importantes de la vie ? Il aime moins l'argent et peut-être plus les gens. Et j'ai dit à tout le monde non, c'est faux. Vraiment, l'argent reste le pilier de la vie de Ker. Et Non, donc pas ce du petit tout. point pognon. Et ce qui est marrant avec le dernier point pognon, c'est que j'avais dit, et après je vais vous parler de Luc Besson avec son film Dracula, et je ne l'ai jamais fait. Donc il y a des gens qui se demandaient si en fait
Alors, il paraît que, bon, ça vient de personnes qui sont a priori des mauvaises langues, mais on me dit que j'aurais fait à plusieurs reprises la news sur Cillian Murphy qui reviendrait dans les parties 2 et 3, donc de 30 temps plus tard. Donc ça, c'est vraiment à vérifier s'il y a des preuves. Ok, mais là, jusqu'à présent, il n'y en a pas. Sur mon bureau, il n'y en a pas. Donc, mais certains rigolent en disant que j'aurais fait plusieurs fois celle-là et que du coup, ça pourrait être un running gag avec Luc Besson et son film Dracula. Non, dans cette vidéo, je vais bel et bien en parler. Mais avant ça, je vais juste faire un petit point sur le box-office américain pour vous dire que, alors comme on n'est pas loin du week-end, donc il n'y a pas eu d'évolution par rapport à la dernière vidéo news, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le film Superman a réalisé une performance aux États-Unis qui est assez étonnante, que franchement je n'avais absolument pas envisagé, c'est de faire mieux que Jurassic World. Rebirth, donc là il vient de le dépasser, donc ils sont à 320 millions de dollars pour Jurassic World. Et Superman est un petit peu plus. Donc il est quand même à presque 100 millions de retard sur Lilo et Stitch et Minecraft. Mais Superman s'en sort très bien aux US. Donc le public américain plébiscite le film autant que le public international le plébiscite moins. Et du côté des 4 Fantastiques, ça a l'air plus compliqué. Hein. Je pense que là, les 4 Fantastiques devraient terminer derrière Superman aux États-Unis. On verra au niveau mondial ce que ça va donner. Et la carrière de Jurassic World Rebirth va sérieusement se calmer. Le film ne devrait pas aller tellement plus haut que, allez, on va dire peut-être 800 millions, mais pas tellement plus, puisque le film est sorti en version digitale aux États-Unis, et qui dit version digitale dit malheureusement arriver aussi sur des sites pas légaux. Donc du coup ça, forcément, vous le savez, ça nuit à la carrière d'un film en salle. Je vais faire un petit point français maintenant pour vous dire que Formule 1 est un F1. Je vais être le premier à appeler ce film Formule 1. Donc F1 marche bien en France et est à 2,7 millions d'entrées. Donc en 6 semaines, et j'avais précisé dans la précédente vidéo news que c'était le plus gros succès de Brad Pitt à travers le monde. Alors bien évidemment sans prise en compte de l'inflation, mais en France c'est tout à fait relatif, puisqu'en fait on voit que Brad Pitt a eu des succès importants en France, et que ce F1 n'en fait pas forcément partie, puisque actuellement ça n'est que le 8e succès de Brad Pitt. Il devrait logiquement terminer à la 6e place des succès de Brad Pitt, mais voilà. Au niveau mondial, c'est le plus gros, et au niveau français, c'est le 6e. D'où l'avantage de compter le succès d'un film, en tout cas la carrière d'un film, au nombre d'entrées, et moins au dollars. Mais bon, le dollar, c'est dans la culture hollywoodienne, donc on risque pas de changer le truc. Et là, vous me voyez venir. Vous allez me dire, ah oui, ok, il ne parle pas de Luc Besson et de son film Dracula. Kerr est un troll, on ne peut pas compter sur lui et tout. Eh ben, vous avez raison. À toi, mon chat. Non, je vais la faire. Donc, le film Dracula de Luc Besson est sorti en salle et gros budget, 40 millions d'euros. Grosse attente, promo assez famélique, il faut bien le reconnaître, et un démarrage qui est un des pires de Luc Besson ever, puisqu'il n'a récolté que on récolte pas, mais il a fait que 266 000 entrées sur sa première semaine. Il avait énormément de copies pourtant, un peu plus de 550 copies, donc c'est quand même beaucoup, et très peu donc d'entrées. Gros échec donc pour Luc Besson. À titre de comparaison, le film, parce qu'on reste dans la famille des Dracula, rappelez-vous de Dracula Untold, qui était sorti au cinéma malgré sa qualité direct to DVD, direct to poubelle. Généralement, enfin voilà, c'était vraiment pas terrible du tout. Et ben le film avait fait une meilleure première semaine que le Dracula de Besson. Voilà. À toi, mon chat Greg. Merci Jean-Michel, à toi. Eh bien, juste une petite news. Est-ce que tu peux mettre le visage de Kerr, mon cher Jonah ? Petite news, je vais voir si tu es surpris. Est-ce que tu sais qu'il y a la nouvelle production Marvel qui vient de sortir la semaine dernière ?
Oui, Eyes of Wakanda. Est-ce que 4 tu l'as épisodes regardé? sur Wakanda. Ça fait partie des trucs que je veux regarder parce que les critiques sont excellentes. Eh bien, je me suis rendu compte que c'est la première fois que je regardais pas une œuvre Marvel, enfin du MCU, la semaine où ça sort. Bah, Echo. Non, j'avais jamais fini Echo parce que je me respecte. Mais le truc, c'est que puis en fait, il s'est trouvé, j'avais des trucs à faire, fallait que je range la maison, j'avais des trucs qui étaient plus prioritaires. Mais non, Echo, j'ai regardé la semaine où c'est sorti, le premier épisode. Eyes of Wakanda. Après, et je Eyes of pense la Wakanda, première ça fois. fait un peu partie, tu vois, de cette même série de productions animées comme les séries Star Wars, Tales of et compagnie, qui sont sympathiques, mais que moi, pareil, je vais pas regarder au lancement, tu vois. Star Wars Vision, etc. Oui, mais la différence, c'est que là, c'est censé faire avancer le schmilblick du MCU. Parce que c'est dans la terre du MCU. Donc, au final, j'étais surpris. Donc, je voulais voir si tu étais aussi. Et si, comme moi, tu n'avais pas regardé cette semaine-là. Je pense Mais que moi, ce qui m'étonne le plus, c'est les critiques. Hein. Ça les en dit long. Les critiques sont dithyrambiques sur Mais Eyes of Wakanda. Hein. Tu sais que c'est une des rares séries qui est vraiment, qui a vraiment un format de 20 minutes plus et tout propre, qui est diffusée sur la durée, qui a son petit budget, où on a l'impression qu'ils ont voulu faire les choses proprement pour cette série. Est-ce qu'on va apprendre aucune promo et aucune mise en avant de leur petite production. Donc j'inclus What If, Echo, Werewolf by Night. C'est le public qui s'est intéressé à Werewolf by Night. Le Disney, en fait, je le dis très mal. Disney Plus l'a pas poussé plus que ça. Ouais, ils essayent de se dire que pareil, ça, c'est des choses qui sont faites pour faire plaisir à ceux qui sont déjà abonnés, pour garder les abonnements plutôt que d'aller chercher du nouveau clampin. Mais on va en parler parce que Disney a donné plein d'informations sur sa nouvelle direction, sur la nouvelle manière dont ils vont produire les films. Il y a des choses intéressantes. J'enchaîne avec la news suivante. Eh bien, il y a Ari Aster, qu'on voit à l'image, qui a mis en ligne tous ses scénarios, tous ses scripts, notamment Heredity of To Midsommar, qui sont disponibles pour tout usage de fair use, donc notamment l'usage d'apprentissage dans le cadre d'études, ou de le lire pour son information. Voilà, c'est pas le premier, il y a beaucoup de scénarios, de scripts qui ont été diffusés les dernières années, donc n'hésitez pas à chercher, et souvent c'est intéressant, parce qu'évidemment entre les scripts et ce qui est à l'image, il y a des changements, et on se souvient qu'un des changements les plus récents de scripts qui avait été les plus révélateurs, c'est le fameux Alien Prometheus, où quand les gens ont lu le script, ils ont dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout le lore qui est expliqué, mais qu'est-ce qu'il y avait pas ça dans le film ?» Et du coup, ça a permis de comprendre le film quand le script est sorti. Voilà, ce que je trouve quand même assez marrant. Mon cher Kerr, c'est à toi. Alors moi, je vais vous faire une grosse news sur Kaamelott parce que il commence à y avoir un peu de communication sur le deuxième volet au cinéma de Kaamelott. Alors moi, à titre personnel, j'avais été extrêmement déçu par le premier. Et il y a eu une première affiche qui est sortie la semaine dernière. Et donc là, il y a une autre affiche qui est sortie avec le casting des 2 films. Car c'est l'info. Le deuxième volet va être coupé en 2 parties. Une première partie qui sortira le 22 octobre 2025. Et une autre partie qui va sortir donc 1 an et 1 mois plus tard, le 11 novembre 2026. Très étonnant donc qu'il y ait ces 2 parties. Excuse-moi mon cher Kerr, est-ce que le truc c'est que, parce que j'avais souvenir je crois qu'ils avaient annoncé une trilogie, est-ce que c'est le 2 qui est divisé en 2 ou est-ce que tu viens de nous annoncer le 2 et le 3 ? Alors je ne saurais te dire, ce que je vais laisser répondre Alexandre Astier qui, avec l'annonce du casting et cette affiche des dates, a rajouté un petit complément, je vais vous le lire. Le deuxième volet de Kaamelott est le chapitre où Arthur envoie ses chevaliers, compagnons de longue date, à l'aventure. Il s'agit donc d'un nombre colossal de personnages regroupés en équipes qui quittent la table ronde pour aller prouver leur valeur et leur courage, blablabla, etc., etc. C'est un volet long constitué de nombreuses histoires parallèles qui méritent qu'on s'y attarde. Je n'aurais pas compressé tout ça en 2 heures, mais il s'agit bien d'un volet unique, une seule unité de temps clair, les mêmes mondes, les mêmes aventuriers et surtout un même tournage de plus de 8 mois. Il n'y a pas d'ellipse entre ces 2 parties et elles pourront au bout du compte être vues à la suite l'une de l'autre comme un seul grand film. Comme un gros bouquin coupé en 2, un long spectacle avec entr'actes.
Donc bon, on a fini. Donc il continue de raconter des trucs dans ce communiqué et après il parle du casting, mais globalement il n'y a pas d'informations sur la trilogie. Par contre, il dit très bien que pour lui c'est le deuxième film. Donc c'est un deuxième film qu'il coupe en deux parce qu'il veut pas, on peut le comprendre, proposer au cinéma un film de 4 heures, ce qui lui flinguerait son exploitation commerciale. Mais potentiellement, si c'est une trilogie en effet, on a la possibilité qu'il y ait une suite. Alors, je vais vous dire quelques noms qui apparaissent dans le premier. Guillaume Gallienne, Virginie Ledoyen va avoir un rôle important et elle est dans les deux. Alexandre Astier, apparemment, il jouerait donc Arthur. Voilà, ça serait peut-être nouveauté. Si quelqu'un le connaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Alain Chabat. Audrey Fleurot également de retour donc en Dame du Lac. Qui c'est qu'il y a d'autres que je connais? Thomas VDB. Alors le truc c'est quand ils font la liste, je suis sûr qu'il y a plein de gens hyper connus, genre des comiques, des influenceurs, etc. Moi, j'ai l'impression que tu te moques, mais moi je veux remercier Astier parce qu'il nous a pas fait un trailer de 3 heures avec juste une caméra, tu vois, comme ça, qui reculerait en montrant des chaises de tournage avec le nom, tu vois, des personnes qui participent à Kaamelott. Et du coup, Thomas VDB. Et tu vois, et au bout de 10 minutes, tu passes comme ça, tu dis Simon Astier. Franchement, un énorme merci à lui d'aller droit au but, quoi. 3 heures où t'annonces des noms et où tout le monde est déçu. Tu sais, genre, ça marque, je sais pas moi, Wyatt Russell. Oh, vous pouvez pas dire, je sais pas moi, Chris Evans, Ryan Gosling. Non, c'est Wyatt Russell. Ah, bon, donc c'était un petit peu le ressenti quand il y a eu l'annonce interminable du casting d'Avengers Doomsday, ce qu'on était en train de vous dire. Il y a Christian Clavier également, Lionel Astier, etc. Dans le deuxième, nom qui change, Franck Dubosc, Antoine Decaune, Alban Lenoir, alors c'est écrit petit, hein, Sting, donc le chanteur, pas le policier, hein. Blague musicale bien évidemment. Voilà, et alors du coup ça fait énormément réagir mon cher Greg. Et est-ce que tu sais pourquoi, à ton avis? Parce que les gens se plaignent que ta news est traîne en longueur. Non, pas du tout. C'est parce qu'il manque un nom au casting. Il manque le nom de Franck Pitio. Et qui joue Franck Pitio? Eh ben, il joue ni plus ni moins que Perceval. Perceval ne sera pas dans les deux films. Mais ils vont l'annoncer après. Il n'y a pas Perceval. Donc il y a. En plus, dans la quête du Graal, c'est un des rares chevaliers qui le voit. Donc, alors, il y a des théories. Il y a les gens comme toi qui disent oui, il est dans le film, c'est sûr. Le truc, c'est que des proches de l'acteur sur les derniers mois ont fait des messages très chelous disant que non. Et là, il y a des journalistes qui se sont renseignés. Il y aurait eu conflit entre Franck Pitio et Alexandre Astier sur le tournage du premier. Mais il n'y avait pas eu un truc où il a fait un bad buzz parce qu'il faisait la promotion de jeans et il y avait écrit j'ai des gènes de Perceval. Non, je confonds les. Je crois que tu confonds les histoires. Franck Pitio, c'est pas celui qui joue dans Euphoria. Donc, a priori, et là, la presse, tu vois, relaye son absence. Il serait apparemment absent de celui-là. Si ça se confirme, et au vu des réactions surtout. Ça, c'est le truc, les réactions des fans de Kaamelott sont hyper vénères. Les gens disent, pas de Perceval, pas de mes fesses sur un siège au ciné. Moi, très honnêtement, après avoir vu le premier volet, j'ai pas spécialement de motivation pour aller voir le deuxième. C'est un meilleur argument. Mais tu rajoutes à ça, imaginons que je doute un petit peu quand il va sortir et tout, le fait qu'il n'y ait pas Perceval, que potentiellement il n'y ait pas Perceval parce qu'il y a eu embrouille, je vais laisser les choses de côté et attendre tranquillement que ça soit diffusé sur Canal, ou même, si je suis encore plus coquin, que ce soit diffusé sur W9 pour la 6e fois. Non, peut-être pas quand même. Voilà, mon cher Greg, c'était ma news Kaamelott.
Très bien, très bien, très bien. Eh bien, mon cher Kerr, je parlais de la stratégie de Disney. Alors, il y a plein d'informations. Il y a des trucs qui sont plus du business au business, donc je vais passer vite. Et puis, il y a des trucs qui peuvent avoir un impact sur nous, donc on va en parler plus attentivement. Alors, il y a eu pas mal de titres sur le fait que Disney allait arrêter d'annoncer leur nombre d'abonnés. Pour info, ils avaient perdu en fin d'année dernière 700 000 abonnés et depuis le début d'année, ils ne font que gagner en abonnés. À l'heure actuelle, ils ont gagné, si je ne me trompe pas dans les chiffres que j'ai notés, 2,6 millions d'abonnés sur le trimestre précédent, par rapport au trimestre précédent. Ils ont actuellement 128 millions d'abonnés et 55,5 millions d'abonnés chez Hulu. Alors, pour info, c'est 1,8 million chez Disney+, si on regardait que Disney+. Donc, grosse perf. Et ils décident pourtant d'arrêter l'annonce du nombre d'abonnés. Il y a des raisons qu'ils ont données, eux. La première, c'est qu'ils disent que maintenant, il faudrait que la bourse ne s'intéresse pas aux gains et aux pertes d'abonnés et qu'ils s'intéressent plutôt aux résultats des plateformes de streaming, plutôt de ce que savoir s'ils ont beaucoup ou pas d'abonnés. Ça, c'est l'annonce, enfin, c'est le raisonnement officiel. Maintenant, à titre personnel, et je suis loin d'être un spécialiste, je ne suis pas du tout un spécialiste de la bourse américaine, mais en tant qu'utilisateur de Disney+, j'ai pris le petit abonnement à 2 euros. C'est ça qu'on paye, Kerr ? On paye chacun 2 euros ? Tout à fait, 2 euros pendant un an. Et du coup, c'est 2 euros pendant un an. Et l'année dernière, ils avaient perdu beaucoup d'abonnés, donc les 700 000, sur la fin 2024. Et je suppose, vu les grandes campagnes qui ont eu lieu en France, mais également aux États-Unis, que sur la fin d'année, il va y avoir, donc début d'année prochaine, il va y avoir plein de personnes qui vont dire bon alors, c'est plus de 10 euros ou tu t'en vas. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont dire bah où tu t'en vas. Donc, ils ont fait beaucoup d'acquisitions d'abonnés, mais en cassant et en bradant leur prix. Et on peut supposer que c'est une manière de gonfler le nombre d'abonnés jusqu'au moment où ils arrêtent de l'annoncer. Et après, de dire, bah en fait, puisqu'ils sont dans des grandes politiques de coupe de budget, de gains... Alors, il y a certains endroits où ils essaient de couper les coûts, dans d'autres où ils essayent d'investir pour gagner des nouveaux marchés, etc. Donc on peut supposer qu'effectivement, si dans 6 mois, ils annoncent qu'ils ont perdu 2 millions d'abonnés, ou même 1 million d'abonnés, la bourse serait chafouine, et du coup, ça ne plairait pas aux actionnaires. Et c'est pour se prémunir de ça, potentiellement, que Disney fait ça. Bob Iger a été interrogé sur est-ce que la politique de Disney, c'est de favoriser vraiment fondamentalement les films à licence, ou est-ce que c'est de quand même essayer de créer des nouvelles propriétés intellectuelles, des nouvelles franchises. Et ce à quoi Bob Iger a répondu que pour lui, il y a plein de films qui ont été lancés ces derniers temps, qui certes étaient des films à franchise, mais que lui considère que c'est des films quasi indépendants. Et il donne comme exemple Les 4 Fantastiques, qui est un vrai reboot et vraiment se replonger de manière totalement nouvelle dans une histoire qu'on a déjà vue. Et alors, c'est la définition même du film indé. Oui. Si tu me dis, Kerr, cite-moi un film indé, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Les 4 Fantastiques. Et le deuxième qui me vient à l'esprit, c'est Fast and Furious 7. C'est évident. Et du coup, moi, je trouve ça vraiment ballsy, comme on dit, de la part de Bob Iger, de citer Les 4 Fantastiques comme étant des preuves de nouvelles créations quoi, chez Disney. Alors, il ne dit pas que ça, l'ami Bobby. Il dit que, évidemment, que leur objectif principal, c'est la valorisation des franchises existantes. Il rappelle que Lilo et Stitch est milliardaire. Il rappelle que là, il va y avoir le Vaiana qui va sortir en 2026. Et du coup, il explique que Hulu va définitivement fusionner avec Disney+, et qu'ils vont définitivement changer leur manière de travailler sur la validation des films. Et là, il y a un truc qui est plus intéressant, je trouve, parce que ça a un vrai impact sur nous et sur les films qui vont être validés. Donc en fait, le truc, c'est que le président d'avant, qui était Bob Chapek, eh bien, Chapek avait fait que
toutes les entités de Disney, donc Star Wars, Pixar, Fox, enfin toutes les entités, Marvel, etc., toutes les entités, quand ils avaient un film à valider, quel que soit le budget, ça remontait à Disney pour être validé. Donc la maison mère, il y avait un pool créatif qui disait l'ascension des Skywalker. Ah vraiment, le scénario, il est génial. Hein. Là, c'est open bar. Hein. Franchement, un scénario comme ça, c'est fou. Hein. Donc, il y avait quelqu'un qui validait ça, qui après validait The Marvels. Quoi, il y a un film The Marvels et c'est un film qui va être, du coup, il n'y a pas de scénario et qui sort l'été, ça va être un gros budget. Bon, bien sûr, pas. Et donc, en fait, ils ont décidé de changer ça, ou plutôt, pour être plus précis, de revenir. Et il y a notamment le grand programme de Searchlight, qui est un programme qui a, pendant de très très longues années, était un programme qui était vraiment vécu comme une espèce de filière de création de films indépendants dans un grand studio. Et en fait, malheureusement, même les films Searchlight devaient remonter à Disney et être validés individuellement. Et là, la nouvelle patronne qui est en place depuis peu de temps, donc Dana Walden, qui est la coprésidente de Disney Entertainment, pour info, a décidé de refaire descendre les décisions par entité. Donc maintenant, FX va pouvoir choisir... Donc en gros, ils ont redéfini chaque marque, qu'est-ce qu'elle va devoir avoir comme objectif, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir valider. Donc on a FX qui va pouvoir valider des séries dramatiques et des comédies de haute qualité. Donc en gros, c'est Shogun, The Bear qui sont les piliers de FX. Hulu, ABC, donc c'est du drame procéduraux, c'est du Only Murder in the Building, c'est de la comédie grand public. Disney TV, donc toutes les chaînes, ce sera que donc toutes les chaînes qui sont assemblées à Disney Channel, etc. C'est contenu jeune public uniquement. Les productions d'événements comme les American Idols, eux vont se concentrer sur des programmes non scriptés, The Bachelor pour donner un exemple, du coup on va avoir évidemment les fameux Marvel qui vont discuter de Marvel, de Lucas qui va discuter de Lucas, etc. Donc on a une petite décentralisation que moi je trouve plutôt chouette. Je trouve ça plutôt chouette que ça revienne, parce que c'était justement un des problèmes de Disney, c'est qu'on avait l'impression que même les films indépendants, ils étaient choisis parce qu'il y a 2 acteurs, il n'y a pas de scénar, mais est-ce que c'est bankable ou pas, etc. Et quand on a Bob Iger qui nous explique que les 4 Fantastiques, c'est magnifique parce que c'est un renouveau, c'est du foutage de gueule, vraiment, dans les grandes lignes. Donc, réavoir comme ça des marques qui ont des objectifs de faire de la qualité, de faire des œuvres qui marquent, c'est cool, parce que c'est vrai que le problème, c'est qu'il y a il y a une telle fusion de tous ces studios. Donc il y a Warner Discovery, il y a Disney qui a acheté je sais pas combien de sociétés aussi, et donc au final qu'elles aient au moins des objectifs différents pour qu'on arrête d'avoir le même contenu lissé, je trouve ça plutôt pas mal de mon côté, et c'est tant bien faire que peu, au moins un petit message d'espoir pour l'avenir. Je sais pas ce que t'en penses toi, mon cher Kerr. Je sais pas. J'ai du mal à donner beaucoup de crédit, tu vois, après avoir entendu. Nous, les films indés, c'est important, les 4 Fantastiques. Et là, à la fin de l'année, on a un petit truc, là, Avatar 3. J'espère que vous laisserez un peu de place dans votre planning pour aller aider ce petit film. Enfin, bon, bref. Je rajoute juste un truc, puisque tout à l'heure tu parlais des anneaux de pouvoir. Figure-toi que j'ai vu l'acteur qui jouait Arrondir, donc Ismael Cruz Córdoba, qui joue dans le film, donc le gros film de Prime Video de la semaine, qui s'appelle The Pick-up, avec Eddie Murphy, Eva Longoria, Pete Davidson et la géniale Keke Palmer. Et il a un rôle très... on sent que voilà, il est là parce que c'est Prime, etc. Mais petit rôle, hein. Et il brille pas. Voilà, mon cher Greg. Mon cher Kerr, je souhaiterais juste enchaîner, comme ça je fais mon petit tunnel Disney et puis après on ira vers d'autres horizons. Je voulais terminer sur la stratégie de Disney. Alors vous le savez. Tunnel. Mais mets tes phares. Hein. Je n'ai pas besoin, tu m'éclaires mon chemin. Et du coup, le sujet donc pour Disney, en fait,
j'en profite pour faire un petit écart par rapport au cinéma-série, mais je vais rester sur les plateformes de streaming. Les plateformes de streaming, bon, elles ont cinéma-série, ça c'est un fait, pas de problème. Elles sont allées tirer du côté du spectacle vivant, notamment avec les spectacles de comédie. Et on vous l'a annoncé il y a pas très longtemps. Il y a les documentaires évidemment. Et on a annoncé qu'il y a pas longtemps que des contenus aux États-Unis, donc qui étaient des contenus qui ressemblaient à ce qui était fait dans les chaînes de télé au niveau des news, allaient être tentés sur les plateformes de streaming. Et ils allaient faire des trucs un peu différents pour essayer de redonner un peu de hype autour de l'actualité. Et donc de faire des émissions qui seraient des émissions d'actualité spécifiques et qui n'auraient leur place sur la plateforme que pendant 1 à 2 jours et après seraient effacées. Et bien après être allé chercher donc, du côté de la télé et de l'actualité, on a évidemment vu beaucoup d'actualité au niveau du sport. Il y a eu beaucoup de combats. Et donc par exemple, il y a Prime qui a... Et ils ont aussi fait des pas de côté sur notamment le sport. Donc Prime, par exemple, a eu du tennis, a eu la Ligue 1. On sait qu'il y a eu des gros investissements qui ont été faits par pas mal de plateformes pour avoir plein de contenus. Moi, je sais que j'ai regardé beaucoup les Jeux Olympiques, à la fois sur France Télé, sur la France Télé, mais aussi sur Max. Et donc, il y a un move énorme, un move colossal qui est fait par Disney pour aller au cœur de l'Amérique et la vraie. Eh bien, ils ont acheté une partie des médias que possède la NFL, donc la National Football League américaine, donc le football américain. Donc, ils ont acheté NFL Network Red Zone et en échange, la NFL va avoir 10% du capital d'ESPN. Donc ESPN qui est la branche sport de Disney. Ce qui est un move colossal puisque c'est une manière un petit peu en donnant des actions de s'acheter la loyauté de la NFL et d'avoir la NFL sur ses antennes de manière importante pour vraiment la durée. Donc c'est un move énorme parce que la NFL, il y a eu quelques soucis d'audience il y a eu quelques années, mais avec Kaepernick, le joueur qui mettait... Colin Kaepernick. Qui mettait le pied à terre, les audiences avaient un peu baissé, mais là l'audience est surremontée, c'est la plus grosse audience sportive de l'année, la finale de NFL, et donc c'est un move qui est colossal parce que si vraiment ils réussissent à ramener tout sur le giron Disney+ ESPN, il s'assure un succès gargantuesque. Alors, je vais juste te dire un truc. Aux US, ils ont décroché ESPN, pas totalement, mais une partie d'ESPN de Disney, qui va avoir son propre abonnement. Donc, on va voir de quelle manière ils vont gérer ça dans tous les autres pays. Mais, alors, chez nous, le football américain, c'est pas un gros truc. Mais aux États-Unis, c'est huge. C'est vraiment comme si, je vous disais, ils avaient récupéré la Ligue des Champions. Ils avaient un pied dans la Ligue des Champions et ça va être très dur pour n'importe qui d'arriver à la récupérer. Donc c'est énorme. Et alors Disney ne va pas passer sport principal, je pense, demain, parce qu'ils ont trop l'ADN des films tout court. Mais on peut s'attendre à ce à quoi ressemblent les plateformes de streaming Disney dans quelques temps va beaucoup changer avec effectivement potentiellement beaucoup de suivi de sport. Voilà mon cher Kerr. Et comme tu as parlé, mon cher Eric, de Hulu, petit mot, et ça va avoir des conséquences au niveau international également, puisqu'en fait, Hulu va disparaître aux US. Enfin, en gros, la catégorie Disney plus Star, donc le contenu adulte, va s'appeler Hulu. Et ça va être la même chose à l'international. Donc maintenant, vous aurez Hulu dans votre abonnement Disney+. Est-ce que c'est une manière de nous faire croire qu'on a une autre plateforme bonus et tout, ce qui est peut-être commercialement intéressant, mais en tout cas, ils vont juste renommer Disney Star en Hulu. Ça devrait arriver en Europe avant la fin de l'année, donc avant la disparition américaine de la plateforme qui, de manière indépendante, complètement attachée à Disney, comme Greg vous le disait. Je me demande d'ailleurs, pour rajouter un petit point sur Hulu, je me demande, donc à l'heure actuelle, c'est 2 plateformes différentes, il y a des offres bundle, mais il y a des gens qui sont abonnés qu'à l'un ou qu'à l'autre. Je me demande aussi si c'est pas une des raisons pour lesquelles ils vont arrêter d'annoncer le nombre d'abonnés, parce que si à la fusion des deux, il y avait un désabonnement massif, ou en tout cas il n'y avait pas un transfert massif des abonnés de l'un vers l'autre, t'imagines, ce serait assez logique
que la plateforme disparaît, des gens décident à ce moment-là de réévaluer leur choix et que tu as je sais pas, 10% des gens qui vont ailleurs pendant quelques mois. Ce serait une annonce en bourse catastrophique. C'est 55 millions d'abonnés à l'heure actuelle, Lulu. Ouais, je suis d'accord. Je vais vous parler de The Office et plus précisément de la nouvelle série The Office qui s'appelle The Paper, qui arrive le 4 septembre sur Peacock. Pas d'infos pour l'instant sur la diffusion française. Il y a un premier trailer de cette série qui vient de sortir, qui moi ne m'a pas du tout rassuré. Alors je suis un immense fan de The Office, d'ailleurs je suis en train d'enchaîner les épisodes en ce moment pour la énième fois. Au casting quand même il y a donc le Steve Carell, alors c'est pas vraiment le Steve Carell en l'occurrence, mais l'acteur qui va porter la série, c'est Donald Gleason, donc qu'on avait vu notamment en Hux dans les Star Wars, mais enfin le fils de Brandon Gleason a bien d'autres choses à son actif, notamment un excellent épisode de Black Mirror. Donc voilà, vous pouvez aller voir la bande-annonce. L'histoire, c'est quoi? Alors il y a un truc sur l'affiche qui semble faire un lien avec Dunder Mifflin et donc The Office. C'est la présence d'Oscar, qui était un des personnages de The Office. Donc c'est un des comptables. Et Oscar, donc Martinez, sera dans The Paper, qui est en fait centré sur un journal et qui sera suivi par la même fausse équipe de tournage documentaire qui faisait donc le documentaire sur Dunder Mifflin. C'est comme ça que ça devient un spin-off. Et ce journal est au bord de la faillite, n'arrive plus à rien vendre. Donc voilà. Le trailer montre, je trouve, trop de choses à l'extérieur des bureaux. Donc c'est pas du tout l'ADN de The Office. Quand The Office sortait des bureaux, généralement, c'était moins réussi. Donc voilà, ça sort donc le 4 septembre. Autre news avec le tournage de Batman partie 2, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, figure-toi mon cher Greg, le nouveau film donc avec Robert Pattinson en Bruce Wayne. Et ben il va commencer son tournage au printemps 2026. Ça y est, Matt Reeves, le réalisateur, a terminé le scénario. C'est officiel, James Gunn l'a validé. Je suis assez étonné d'ailleurs que Gunn ait quand même un droit de mort ou de vie sur le projet, mais enfin bon bref. Parce que Matt Reeves a fait le premier Batman sans avoir Gunn dans les pattes, donc voilà. Du coup, on pourrait là commencer à envisager à avoir des annonces sur le casting de cette partie 2. Et le film est prévu pour l'instant pour le 1er octobre 2027. Dans la grande famille des initiatives qui incitent malheureusement les gens à être lassés et à se tourner petit à petit ou se retourner vers des choses illégales, on a une nouvelle action du côté de HBO Max qui a annoncé que comme Disney, comme dit Netflix, ils allaient se montrer très très méchants contre ceux qui commettent le crime impardonnable de prêter leur compte. Voilà, ils ont dit qu'ils allaient commencer à faire ça à la rentrée. Je ne sais pas si ça concerne la France, en sachant que par exemple les abonnés Canal qui ont profité donc de l'offre avec HBO Max pour les 40 ans là ne devraient pas être concernés. Parce qu'il n'y a pas de notification de partage de compte, enfin, c'est dans l'offre Canal en fait. Voilà, petite info sur Sicario 3. Le premier avait été fait par Denis Villeneuve avec Josh Brolin, avec Benicio del Toro, avec Emily Hunt, avec Daniel Kaluuya. Josh Brolin en a parlé il y a peu et il a dit que pour lui, ça a commencé à sentir le film très très réel. Que ce Sicario 3, qui sera à la réalisation, on ne sait pas encore. Taylor Sheridan, le papa de Yellowstone, avait repris les commandes après Denis Villeneuve. Sicario 2 était pas mal, il n'était pas aussi bien évidemment que le premier, mais c'était pas mal. Donc autre news mon cher Greg, puisque je parlais de Denis Villeneuve, sachez qu'il y a une info qui est tombée sur... il y a deux infos qui sont tombées sur Dune partie 3. D'abord il y a Jason Momoa qui revient dans Dune part 3 et du coup qui s'est rasé. Et ça a été un événement sur les réseaux sociaux. Donc il s'est rasé, il a envoyé la photo. Alors après, c'est vrai qu'en envoyant la photo, on reconnaît pas du tout Jason Momoa, mais plutôt l'acteur de Evil Dead. Je me suis dit, tiens, c'est lui, c'est Bruce Campbell. Mais non, pas du tout. C'était Jason Momoa, et Momoa a mis un message en disant « C'est la première fois que je me rase en 6 ans, et c'est uniquement pour toi, Denis. »
Voilà. Je suis pas sûr que Denis Villeneuve aurait dit à Jason Momoa, mec, tu te rases ou ça va barder. Je pense que si Momoa est arrivé avec une beubare de Père Noël sur le tournage de Dune 3, personne n'aurait rien dit. Mais voilà, il s'est rasé et c'est un événement, hein, malheureusement. Et alors, le truc sur donc Dune que je voulais vous dire, c'est que Denis Villeneuve a annoncé que sa partie 3 allait être tournée en pellicule. Pellicule, il ne faut pas avaler plusieurs lettres du mot, sinon ça ne veut plus rien dire. Alors que les 2 précédentes volets avaient été tournés en numérique. Mon cher Greg, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour nous, spectateurs ? Alors aujourd'hui, plus tant que ça. En gros, le truc, c'est que ça va surtout rajouter un petit peu plus une image qu'on appelle un peu plus organique, parce qu'il va y avoir un peu plus de bruit. En tout cas, tu vois, un petit peu plus de grain pour être précis. Ça veut dire que à l'heure actuelle, les gens, quand ils regardaient l'image, ça pouvait bruiter dans les noirs, donc il pouvait y avoir un petit peu de neige dans les noirs avec le numérique. Et là, avec la pellicule, ça va être l'inverse. C'est quand on va regarder le soleil que dans les blancs, il va y avoir un peu plus de vie. Donc c'est vraiment peu notable. Ce qu'on dit souvent au niveau de la pellicule, c'est qu'elle a une dynamique plus grande. La dynamique, donc la quantité d'informations qui est entre le noir le plus noir et le plus blanc à l'image, est supérieure en pellicule, même si en vrai, les caméras numériques les plus avancées ont quasiment réglé ce problème, voire dans certains cas très spécifiques avec la production, battu la pellicule. Mais ça va donner une image plus naturel. C'est que souvent, les gens, sans savoir pourquoi, vont l'œil apprécier plus, tout simplement parce qu'on a été plus habitué à la pellicule, parce que l'histoire du cinéma jusque dans les années 2000 était écrit en pellicule. Mais en tout cas, la différence est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'était. Et alors que... Juste un truc, souvent quand les gens aiment bien filmer en pellicule, c'est parce qu'ils choisissent la pellicule 70 mm, qui est en fait la pellicule IMAX, parce qu'elle permet d'avoir une résolution et une définition qui est au-dessus, très largement au-dessus du 4K, et ça permet aussi de faire un enregistrement multipiste plus conséquent, directement gravé dans la pellicule, ce qui a aujourd'hui pas un grand intérêt pour la partie son, mais la partie IMAX, avec l'énorme succès de l'IMAX, justifierait, si c'est de la pellicule IMAX, de tourner en pellicule. Ok. Bon, en tout cas, là, s'il y a des problèmes avec la pellicule, aujourd'hui, un bon shampoing et c'est réglé. Avant de te redonner la parole, mon cher Greg, je veux te parler d'un phénomène. Le phénomène en question s'appelle War of the Worlds, qui est un film donc américain, un direct to Prime Video, mais vraiment, ce film, c'est la définition même du direct to Prime Video. Récemment, ils ont sorti un film avec Rebel Wilson où un gang de mercenaires attaque un mariage, mais pas de bol, Rebel Wilson est une agente secrète et du coup, elle est plus forte que John Wick qui a fusionné avec Sangoku. Donc voilà, le film était déjà un cauchemar absolu, mais War of the Worlds, qui raconte, en fait, c'est le personnage d'Ice Cube. Enfin, c'est Ice Cube qui joue. D'ailleurs, Eva Longoria dans tous les mauvais films de Prime. C'est terrible pour elle. Mais enfin, j'espère qu'elle a signé un bon contrat et qu'elle se met bien. Mais là, donc Ice Cube joue un agent un informaticien dans la sécurité, dans l'analyse informatique, qui assiste, donc pour le gouvernement américain, qui assiste à l'invasion extraterrestre depuis son PC. Donc en fait, tout le film, on voit Ice Cube donc en webcam. Et on voit son écran, donc ce qu'il va regarder sur Internet, etc., etc. Le film sort, les critiques le regardent, et il obtient la note majestueuse de 0% sur Rotten Tomatoes, ce qui fait que c'est un des films les moins bien notés de toute l'histoire du site. Et alors on pourrait dire, oui, mais c'est Rotten, enfin voilà. Le public lui met un 20%, ce qui est quand même très, très faible. On pourrait dire, sortons de ça, ça n'est pas... Et allons voir ailleurs. Sur IMDb, c'est la catastrophe. Sur Metacritic, c'est une catastrophe. Sur Letterboxd, il est à 1 sur 5. Donc là, vraiment, on est là face à un des films les moins bien notés de l'histoire.
Et ben la grande morale du coup de cette histoire, c'est que 1, Prime l'a retiré. 2, le film intéresse personne, personne ne le regarde. 3, c'est un énorme carton sur Prime parce que les gens ont envie de voir à quel point le film est nul. La réponse, bien évidemment, c'était la 3e. C'est un des meilleurs démarrages ciné de Prime cette année. Et je pense qu'il faudra s'arrêter un petit peu sur la qualité des films exclusifs Prime Video. C'est un délire. Mais vraiment, c'est un délire. Je le comprends. Il récupère de la très très mauvaise série B. Regardez le film avec Rebel Wilson, là, c'est Hard Bride, je crois. C'est incroyablement nul, mais incroyablement. Ça en est désagréable. Le visionnage est une souffrance. Voilà, mon cher Greg. À toi. Est-ce que tu te souviens de cette époque où Prime était gratuit dans l'abonnement et il venait de sortir et ils avaient acheté une espèce de bas de catalogue de on ne sait pas trop où. Ils avaient des films des années 80, 90 que personne ne regardait et souvent des nanars. Et j'ai l'impression qu'ils ont aimé cette image de marque d'être la plateforme, tu sais, des genres là où les films vont mourir. Et il y a un petit côté, c'est la plateforme des nanars, moi je trouve, Prime par moment. Parce que t'as ça. Oui, mais le nanar, il doit pas coûter une fortune, quoi. Non, mais ils cultivent le truc. Ils ont sorti des films qui les ont ruinés, quand même. C'est dans les premiers à nous avoir refait de la télé-réalité. C'est les premiers à faire. Enfin, il y a vraiment, tu vois, un espèce de délire autour de Prime et de dire non, mais nous, on va regarder ce que fait la chaîne qui fait les trucs Interville, tu vois. Qui fait le Interville. Ok, alors c'est cette chaîne-là qu'on va vous copier. Ouais, c'est un peu la plateforme garbage, hein, quand même, je trouve. À toi. Alors, eh bien, une news que je ne m'attendais pas à vous faire. Sais-tu que... Alors, Ker et moi, on est fans des Spider-Man Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Eh bien, Ker, il va y avoir un spin-off. Est-ce que tu es au courant ? Tout à fait, sur Spider-Punk. Mais c'est incroyable, ça c'est une news que je ne m'attendais pas à faire. Il y a donc c'est la personne qui fait la voix, qui participe et tout pour la continuité. Je ne m'attendais pas du tout à vous dire que pendant la fameuse Spider Journée qu'ils essayent de créer tant bien que mal en ce moment du côté de chez Sony, eh bien il y a l'annonce d'un film centré sur Spider-Punk. Alors le personnage est très chouette. Donc, et puis, il est issu de films qui sont très chouettes, donc il n'y a pas de souci. Mais je suis extrêmement surpris. J'avais l'impression que le personnage avait tout dit lors du dernier Spider-Man. Donc, écoutez, pourquoi pas. Donc, en tout cas, c'est une news que je ne m'attendais pas à vous faire. Je suis pas mécontent, mais c'est vrai que je suis surpris. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pensais honnêtement que le personnage avait déjà tout dit, mais nous pourrons voir. Monsieur et Madame Smith, que Ker aime énormément, a été une des premières séries. Oui, la série, évidemment. Oui, la série. Une des premières séries qui, pour la saison 2, s'est faite relocaliser à Los Angeles. Donc, il y a eu d'énormes aides, 750 millions de dollars d'aides qui ont été données en crédit d'impôt aux films et séries qui reviendraient tourner à Los Angeles, dans la Californie pour être plus précis. Et bien, du coup, ils étaient contents d'annoncer qu'eux revenaient. Et en fait, alors ils ne sont pas, on ne sait pas quelle est l'aide, quel est le montant et tout, mais effectivement, du coup, ils reviennent. Il y a Fallout qui a annoncé qu'il serait en Californie. Il y a The Pit. Il y a Paradise chez Hulu, il y a NCIS Origin, c'est le moment où je découvre qu'il y a encore des NCIS du coup, qui sont diffusés. Et du coup, en gros... The Pit est tourné à LA ? Ouais, tout à fait. Alors, j'ai pas dit LA, Californie. Coup, mais alors, moi je veux bien qu'il tourne en Californie, mais du coup, qu'on se plaigne pas dans la série constamment qu'il y ait un énorme problème avec le système médical américain. Parce que si les patients de Pittsburgh doivent rouler jusqu'en Californie pour se faire soigner dans l'hôpital de Pittsburgh qui est en Californie, pour moi c'est un gros problème. Tout à fait. Donc voilà, alors le truc c'est que est-ce que c'était une bonne news pour le monde que la Californie récupère des projets ?
En soi, j'ai l'impression qu'un peu oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'effondrement des tournages à Hollywood crée un certain effondrement de Hollywood tout court, et déjà que c'est un peu la panique là-bas au niveau des productions, j'ai envie de dire c'est souvent dans la continuité ou dans la stabilité que les meilleures œuvres sont produites, et c'est aussi tous les films qui sont les films indés, les films à petit budget. Quand il n'y a plus de techniciens, quand il n'y a plus de scénaristes et quand il n'y a plus d'auteurs qui sont présents pour les faire, ces projets deviennent beaucoup plus durs à être produits, parce que si le scénariste il est parti immigrer au Danemark, que les réalisateurs ils sont en Amérique du Sud, recréer l'équipe pour un tournage qui aurait lieu au Portugal, c'est chose moins aisée que quand effectivement il y avait une certaine concentration aux US. Mais en même temps, on est dans une phase de transition. Est-ce que l'avenir sera meilleur que le passé ? Je n'en sais rien, mais les productions, en tout cas, les grosses sociétés de production sont contentes de revenir de ce que je peux en lire. C'est à toi, mon cher Kerr. Et tu sais que The Pitt, la presse américaine adore tellement parler de The Pitt qu'un des derniers articles que j'ai lu sur la série, en plus je l'ai trouvé génial cet article, en fait, et c'est d'un gros média, je ne saurais plus vous dire lequel, mais c'est un très gros média. Ils ont pris en fait chaque personnage du casting, ils ont regardé leur rôle à l'hôpital, et en fait ils se sont allés chercher combien gagne ce personnage, enfin s'il était vraiment médecin, tu vois, combien il gagnerait à l'année, quelles études il aurait dû faire, etc. J'ai trouvé ça génial, j'ai lu tout le truc en me disant ah oui, les études, dis donc là, pas simple pour lui. Et alors je crois que Noah Wyle, son personnage, donc il est à 300 de mémoire, il est à $350 000 l'année. Ce qui est franchement pas beaucoup vu le travail qu'il a bas. Mais alors juste une voilà, j'ai petite trouvé remarque. ça génial comme article, quoi. Juste une petite remarque sur ça. Il faut souvent diviser par deux pour avoir une idée de ce que se ferait en pouvoir d'achat la même chose en France. Parce qu'en fait, ils ont pas d'impôts, enfin ils ont très peu d'impôts en fonction des États, ils ont peu d'impôts. Et par contre, ils doivent se payer leur sécu, leur mutuelle, ils doivent payer les frais scolaires pour les enfants. Il y a énormément de choses qui pour nous n'existent plus et qui chez eux sont payantes. Et souvent, il faut imaginer que c'est la moitié, voire moins, depuis qu'il y a eu les grosses inflations ces dernières années aux US. Donc effectivement, ils annoncent des salaires de ouf. Mais les gens qui y vivent, et j'ai de la famille là-bas, franchement, c'est très surprenant, quoi. Autre news, je vais vous parler d'Andor. Puisqu'il y a eu des annonces qui ont été faites sur Andor. Andor a gagné 40% d'audience entre la fin de la saison 1 et la fin de la saison 2. Donc très jolie performance pour la série Star Wars, qui a été énormément poussée, la saison 2. Pas tellement poussée par Disney, mais en fait, Disney n'a eu qu'à profiter de l'emballement de la presse américaine et du public. Donc du coup Andor a vraiment été poussé sur sa saison 2 et c'est très chouette. Du coup grosse audience en augmentation, 40%. Si on fait une comparaison avec d'autres productions Star Wars plus récentes, Obi-Wan Kenobi avait perdu 16% entre son premier épisode et le dernier épisode de la saison 1. Ahsoka avait perdu 31% entre le premier épisode et le dernier épisode. Et la série The Acolyte avait perdu, Greg, 3 questions sur The Acolyte. 1, 33%. 2, 67%. 3, 92%. Ah, c'est sûr que c'est la B ou la C. J'aimerais bien que ce soit 92%, mais je crois que c'est 67%. Ça n'est que 33 quand même. C'est tellement pas The Acolyte que t'es tombé dans le piège. Non. C'est 33%. Non. Alors là, fake news. Alors ça, ce sont les chiffres officiels. Mais en effet, il y a les chiffres de baisse d'audience de The Acolyte sont sujets à discussion. Pour certains, c'est plus. Donc, j'ai quand même réussi à te piéger, tu vois, sur ça. Ouais, tout à fait. 33, moi, c'était peu quand même. Je me basais sur des calculs qui avaient été faits par pas mal de redditeurs qui avaient pris les audiences Nielsen et les premières annonces du coup d'audience de The Acolyte, et où effectivement eux étaient arrivés, alors c'est que de la projective parce que Nielsen c'est pas les datas qu'il y a dans le serveur et tout, mais étaient arrivés à des trucs qui étaient complètement fous d'effondrement de The Acolyte, et notamment il y avait vraiment des épisodes qui avaient des grosses fractures, quoi, où les gens abandonnaient après un épisode particulièrement. Ah bah tiens, je vais rester dans la même thématique, puisqu'il y a une série que Netflix vient d'annuler, c'est la série Fubar avec Arnold Schwarzenegger.
La série Fubar avait très très bien commencé pour sa première saison. Et lors de la mise en ligne donc de la deuxième saison, ils ont comparé les audiences en fait sur les 5 premiers jours et les 5 premiers jours pour la saison 2. À ton avis, quelle est la baisse de Fubar? 1. 33%. 2. Je sais pas, moi je vais dire. Donc, bah, du coup, tu as compris que c'était passé à 56%. Ou 3. 80% de baisse entre la saison 1 et la saison 2. 83. 80% de baisse en effet entre la saison 1 et la saison 2. Du coup, Netflix a dit on s'arrête là. Et en fait, ça me fait vraiment penser à c'est un, je vais dire phénomène, mais c'est une tendance. En fait, les séries qui fonctionnent très bien sur une saison 1 ont beaucoup de mal à fonctionner sur la suite. Et ont beaucoup de mal à captiver sur la suite. Je pense que c'est un sujet de vidéo à part entière. Mais peut-être qu'une des raisons aussi, ce serait qu'il y a un temps d'attente, enfin une attente, c'est pas qu'on attend, mais c'est il y a tant de temps entre la diffusion d'une saison et la diffusion d'une autre saison que parfois ça peut littéralement flinguer une série. Il y a 3 ans entre mercredi et mercredi saison 2, quoi. T'imagines un peu? Si chaque semaine on devait attendre 3 ans entre le mercredi et le mercredi prochain, ingérable. Et enfin, dernière petite news avant de te redonner la parole. Juste un truc que j'ai vu passer sur internet que j'ai trouvé très cool. Danny Boyle a confirmé que Cillian Murphy serait dans le second et le troisième film de 28 ans plus tard, qui apparemment, et c'est l'info de la semaine, serait donc une trilogie. Donc on pourrait revoir Cillian Murphy, affaire à suivre. Voilà mon cher Greg, à toi. Merci pour cette news d'actualité, une petite nouvelle news. Du coup, on enchaîne avec les stratégies. Alors, on parlait de la stratégie de Disney et je vais vous parler de la stratégie de Warner qui a été annoncée. Alors déjà, c'est Warner Games. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que Warner Games va nous donner des informations sur Warner Cinéma Série. Eh bien, l'équipe Warner Bros. Games a été un petit peu chahutée et c'est des nouvelles personnes qui vont prendre la direction. Et notamment, ils ont pour mission de ne plus faire des jeux à tir-larigot, même si j'ai pas l'impression qu'il y a eu des jeux à tir-larigot qui étaient faits par Warner, mais en tout cas, ils ont 4 objectifs, 4 licences clés. Est-ce que tu peux me dire, Kerr, allez, si tu m'en cites 2 sur 4, c'est déjà pas mal. Vas-y. De quoi? Vas-y, dis-moi. Les licences de Warner? Sans tricher, c'est parce que t'as regardé mon déroulé, ça. Non, pas du tout, sans tricher, je t'assure. Donc les 4 licences que Warner considère comme le focus principal, il n'y aura aucun autre jeu que sur ces 4 licences que Warner veut mettre en avant. Hogwarts. Tout à fait. Alors, Harry Potter, c'est le plus gros. Harry Potter. On part en franchise, pour moi, ils vont refaire des jeux sur le Seigneur des Anneaux. Non, ils n'ont plus les droits. GOT, effectivement. 2. Ensuite, du côté de DC. Mais après, ils ont eu d'énormes échecs avec Suicide Squad. Du côté de DC. Ouais. Et le dernier, licence Warner. Ah, je l'ai pas là. Allez, c'est la plus dure à trouver. Je vais t'aider. C'est Mortal Kombat. Donne-moi un indice. Ah, Mortal Kombat. Exactement. Ok. Mon indice était tellement génial. Du trop vénère ton indice. C'est pas ça le principe d'un indice. Tu vois, tu m'aurais dit Fatality. Tu vois, j'aurais eu plus de mal à trouver. En tout cas, voilà. Et donc, c'est 4 licences sur lesquelles, du coup, ils vont mettre le paquet. Alors, Harry Potter, c'est assez logique, puisqu'on se souvient que Hogwarts avait carrément... le succès financier de Hogwarts avait rayonné sur le groupe Warner à l'époque. Donc, je pense qu'il est assez logique que ce soit une priorité. Game of Thrones, ça, par contre, pour moi, c'est l'info, parce qu'il y a déjà eu des jeux GOT, mais déjà, il y en a eu peu. Et ça veut dire que GOT reste une des licences fortes sur lesquelles ils veulent continuer d'investir. Pardon ? Mais il n'y en a eu surtout aucun de bon. C'est-à-dire que même le jeu Telltale était décevant, etc. Oh, il y a le jeu... je les ai pas fait, mais il y a le jeu, tu sais, avec le prêtre rouge.
qui était justement un jeu politique et tout, qui avait été salué par la critique à l'époque. Ah, Un Règne. gameplay rigide, mais Règne. mais très très ouais. Sur mobile. Non, pas du tout. Jeu Il y a PC. une version de Règne en GOT qui était sympa. Non, pas du tout. Non, c'était vraiment une intrigue politique autour d'un moine rouge. Et donc du coup, le truc, c'est que et dont l'histoire avait été, le pitch avait été, les premières pistes scénaristiques avaient été données par Martin. Par contre, il n'y a pas Dune. Ils ont peut-être pas les droits des jeux Dune. Parce que là, pour le coup, Dune, ça marche bien. Spice Wars était pas mal. Là, Mais surtout, il y a Dune un jeu Awakening déjà est qui un gros vient juste de succès. sortir là. Il y a déjà Ouais, le Dune nouveau Awakening est un gros succès. Gros succès sur Steam. Eh ben, c'est peut-être que ce n'est pas eux, tout simplement. Et donc, alors, d'ici, bon, c'est évident, Mortal Kombat, c'est évident, mais vraiment GOT, alors oui, on sait qu'ils ont du GOT, ils ont des séries, mais j'ai pas l'impression, quand je regardais House of the Dragon, que c'était genre le focus absolu de HBO ou de Warner. Et là, je me dis, bah, si ils ont en préparation l'envie de préparer des jeux qui vont durer 2, 3, 4 ans, c'est qu'ils savent qu'ils ont un programme GOT qui va être ouf dans les 2, 3, 4 années prochaines. Et bien, pour continuer donc sur Warner et sur leurs résultats et sur leurs objectifs, et donc Warner, eh bien, ils ont à peu près le même chiffre d'affaires que l'année dernière, mais ils déclarent avoir gagné 1,6 milliard, là où l'année dernière, en 2024, ils avaient perdu de l'argent. Et notamment, ils annoncent que c'est dû à une croissance de leur service de streaming. Ils annoncent avoir gagné plus de 3,4 millions d'abonnés sur l'année. Leur revenu a fait plus 8%. Donc vraiment un gros succès. Et évidemment, pour eux, les deux facteurs, c'est tout simplement le fait que HBO Max est enfin lancé dans de plus en plus de pays. On se rappelle qu'en France, on ne l'a pas eu pendant longtemps. Et tout simplement, la grosse croissance des tiers à publicité, qui définitivement est une ligne de revenus qui devient de plus importante chez les streamers. Moi, je ne serais pas surpris avec le prix de l'abonnement, avec la publicité sur toutes les plateformes qui restent à peu près le même, qui ne montent plus ou pas beaucoup, et par contre les prix premium sans publicité qui montent très fort, parce que plus ils gagnent d'argent par personne avec la publicité, plus ils vont avoir envie que, eh bien, y ait une large différence quand on paye pour ne plus avoir de pub. Donc ça, c'est de mon petit point de vue quelque chose qui risque sans doute d'arriver de plus en plus vite. Il y a également une volonté de stratégie qui a été annoncée sur les prochaines années. Ils disent que leur objectif, c'est d'avoir de 12 à 14 films majeurs, et ils ont carrément donné le split. Il y a 1 ou 2 films qui seraient des blockbusters Warner Bros. Donc ça, c'est la catégorie qui peut tout mettre. 1 à 2 films DC. Donc ça, c'est vraiment en pure frontale avec la stratégie Marvel. 3 à 4 films New Line. Donc ça, c'est les films qui sont notamment les films d'horreur. 1 à 2 films d'animation et 1 à 2 films originaux à budget modeste. Et ça, je trouve ça chouette, parce que les budgets modestes, c'est les fameux films à 50 millions qui sont des œuvres où on va retrouver les réalisateurs à Oscar, on va trouver les films les plus ambitieux d'acteurs et tout. Donc, je trouve ça cool qu'ils ne les oublient pas. Et ils annoncent qu'ils veulent travailler sur la partie cinéma, notamment à relancer donc les franchises. Évidemment, est cité Superman et DC qu'ils veulent relancer. Bon, ça va surprendre personne. Mais la licence qu'ils veulent relancer d'un point de vue ciné, c'est Le Seigneur des Anneaux. Donc ça, je trouve ça marrant. Et ils veulent continuer à développer. Ils l'ont déjà dit. Ils ont déjà annoncé la chasse de Gollum, mais ils ont annoncé potentiellement 2 films sur Gandalf. Mais ça veut dire que c'est... sauf échec. Mais ça veut dire que c'est pas la fin. Hein. Ça veut dire que là, se mettre en place... Ouais. C'est typique le genre de news qu'on a couvert, comme c'est quand c'était par exemple le cas pour les Transformers. C'est une news que tu fais là, mais qu'on a déjà fait plein de fois, parce qu'en fait, ils ont le même discours depuis un moment, quoi. Non, alors, ils ont déjà annoncé qu'ils reprenaient, pas qu'ils allaient avoir un projet. Parce que là, Warner Discovery, c'est une nouvelle entité par rapport à Warner. Donc là, c'est vraiment la nouvelle entité qui confirme, parce qu'il y a plein de projets qui sont faits quand même, il faut le rappeler. Donc c'est qui confirme que Le Seigneur des Anneaux reste dans leur objectif, et qu'ils ont 12 à 14 films en sortie par an de visée.
Et quand on regarde ça et qu'on sait qu'ils disent que Le Seigneur des Anneaux, c'est objectif, ça veut dire que les deux placeholders de Blockbuster Warner Bros., je pense que c'est un peu en train de nous dire que je pense que si les 2 prochains films du Seigneur des Anneaux marchent, tu peux t'attendre à un Seigneur des Anneaux tous les ans. T'as 2 films qui sortent, t'as 2 ans, histoire que les productions se mettent en cours, et t'as un Seigneur des Anneaux tous les ans. C'est même stratégie que ce que voulait mettre en place Lucasfilm pour Star Wars, la stratégie qu'a réussi à mettre en place Marvel. Moi, je pense que cette annonce aux actionnaires, elle est loin d'être la même que celle qu'on a déjà vue, et puis il y aura un film du Seigneur des Anneaux de temps en temps. Non. Je pense que les 2 que tu viens de citer, c'est la ligne d'arrivée, enfin c'est la ligne de départ, et si la sauce prend, c'est parti pour longtemps. Par contre, c'est typiquement pour moi le genre de franchise où il y a un échec et le public disparaît complètement. Enfin, ou pas forcément un échec. Enfin, très très vite, le public peut se détourner du truc si le film, si le contenu proposé n'est pas à la hauteur. Le fait qu'on s'est déplacé pour aller voir Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, c'est parce que c'était huge, et que la qualité était là, voilà, c'était grand spectacle. Si on part sur des films moyens bof, Le Seigneur des Anneaux, il n'y a plus personne. Je suis partagé. Je veux bien croire ce que tu dis. En même temps, alors je suis peut-être plus attaché à la franchise que la moyenne, mais je suis allé voir le film d'animation en cinéma, je l'ai trouvé nul. Ça m'empêchera pas de voir. Personne n'est allé le voir. Le box-office est catastrophique. Ouais. Et en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ça va pas m'empêcher à voir les prochains films. Les Hobbits, j'ai trouvé en dessous largement. Ils sont chouettes, mais j'ai trouvé très largement en dessous du Seigneur des Anneaux. C'est ce que en fait, le truc, c'est que il y a la série des Anneaux de pouvoir qu'il faut pas oublier, hein, qui là nous a mis 2 saisons où on a eu une version suédée du Seigneur des Anneaux, et ça a travaillé. En tout cas, ça fait un peu de mal à l'univers. Je sais pas. T'as peut-être raison. Après, c'est une franchise qui est tellement incroyable dans ce qu'elle a encore à raconter. Quand tu peux prendre des bouts du Silmarillion, tu le donnes à un bon réalisateur et il te met tout le monde d'accord, quoi. Enfin, mais je comprends ce que tu dis. Il y a sans doute une grande part de vrai. On retape encore sur le Hobbit. Enfin, en l'occurrence, là, c'était toi. Moi, j'aime pas taper sur le Hobbit, mais je me faisais la remarque quand tu as dit ça. Oui, on a été déçus sur bien des points par la trilogie du Hobbit. Mais là, comme ça, le premier truc qui m'est venu en tête, tu sors un des 3 Hobbits, ou même juste le premier. Tu sors le premier, là, Hobbit, cet été. On ne parle d'aucun des films qui font l'actualité actuellement. Hein. Le Hobbit, ça soit dessus sans aucun problème. Je suis bien d'accord avec toi. Mais ça décrit plus un courant actuel. Un problème actuel. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Juste pour terminer, ils expriment qu'ils se sentent sous pression pour le prix de la plateforme. Ils sont OK de leur positionnement, qui est ni les plus chers ni les moins chers du marché. Mais du coup, on sent vraiment Warner Discovery qui parle pas en pole position, quoi. On sent qu'ils se sentent plus petits que Netflix, plus petits que Disney, mais qui veulent sortir les grandes box. Ils expliquent qu'ils ont beaucoup d'applications pour regarder les chaînes de télé aux États-Unis, regarder les plateformes de streaming. Ils ont recensé 18 applications pour pouvoir regarder les contenus Warner. Donc, ils ont expliqué qu'il fallait qu'on s'attende à en voir disparaître pas mal. Et ils sont un de leurs objectifs, c'est ce qui s'appelle le bundling, donc le regroupement d'abonnements Warner avec d'autres. Donc, il y a vraiment cette logique que Warner se dit qu'ils sont la deuxième plateforme. En gros, ils sont là pour les fans de telle ou telle franchise et pour les fans de cinéma qui aiment bien leur type de cinéma. Moi, je trouve ça assez honnête comme position, et tant mieux, parce que le bundling, le regroupement avec les autres offres, moi j'en profite personnellement, le fait d'avoir payé un bundle qui fait que HBO Max je l'ai moins cher. Voilà, j'espère juste qu'ils vont ouvrir la possibilité d'avoir ce regroupement, ce bundling, et le 4K qui, je trouve, manque énormément à l'offre Canal qui se fait conjointement avec du coup HBO Max. C'est à toi, mon cher Kaer.
Bah, je vais terminer avec. Tiens, moi, je vais parler un peu de The Boys rapidement pour vous dire qu'on a des infos sur le spin-off, Voight Rising, qui est centré sur Soldier Boy et Stormfront. Ça va se dérouler dans les années 50. C'est présenté comme une enquête sur meurtre. Bon, on verra. Au niveau de l'intrigue, j'espère que ça sera un truc qui arrivera à nous intéresser parce que quand même Stormfront. Alors, et aussi une série qui va pas nous rendre les personnages sympathiques comme par exemple Peacemaker le fait avec DC, parce que Stormfront et Soldier Boy c'est juste des monstres, hein. Donc voilà. Et le tournage c'est le mois prochain, enfin ça commence le mois prochain. On sait qu'il va être le grand méchant du film Star Wars Starfighter, donc dont les deux rôles principaux sont tenus par Ryan Gosling et Mia Goth, donc de la trilogie Pearl. Et ben c'est Matt Smith, donc Daemon Targaryen de House of Dragon. Donc Matt Smith, excellent acteur, l'ancien Doctor Who bien sûr, qui sera donc le grand méchant de ce film Star Wars qui sortira le 28 mai 2027. Et puis j'ai envie de vous faire un petit point. Comment ça va financièrement, Robert Downey Jr.? Eh ben ça va plutôt pas mal, puisque Variety a révélé qu'ils avaient un petit peu comptabilisé les piécettes récoltées, les boîtes, tu sais, de pièces jaunes récoltées par Robert Downey Jr. sur les tournages des différents Marvel. Et j'ai une question à te poser en 3 possibilités. Robert Downey Jr. a fait 7 films et 3 caméos dans 3 autres films. D'accord ? Combien a-t-il gagné ? 1. 12 balles. 2. 27 millions. 3. 175 millions. Et enfin 4. Entre 500 et 600 millions. Ça fait beaucoup de millions, du coup on ne sait pas trop précisément. Dernière réponse, ça fait beaucoup de millions, on ne sait pas trop précisément. Eh ben c'était 12 balles. En effet, il a oublié de donner son RIB à Disney qui ne l'a jamais réclamé. Non, c'est bien entre 500 et 600 millions de dollars pour avoir interprété Iron Man. Alors ce chiffre, Variety précise bien que c'est avant d'interpréter Doctor Doom, parce que l'article de Variety m'a fait rire, parce que Variety termine en disant oui, mais Robert Downey Jr. il a bien fait comprendre à Disney qu'il revenait en Doctor Doom s'il voulait, mais par contre il leur faisait aucun cadeau. Donc il va récolter quelques millions de dollars. Donc voilà, Robert Downey Jr. Ça va. Voilà, j'en ai terminé pour mes news, Greg, je te laisse conclure. Alors je vais essayer d'enchaîner des news parce que du coup je sais qu'il ne va pas y avoir de vidéo news pendant une semaine. Alors je vais essayer de vous les faire très rapidement. L'annulation du Late Show de Colbert a commencé à... alors on en avait parlé, à mettre un peu de colère, mais là c'est une colère un peu plus présente du côté de la fameuse Writers Guild. Vous savez, ceux qui avaient fait la grève importante. Et en fait la WGA, donc la Writers Guild of America, a demandé qu'une enquête soit ouverte dans l'État de New York pour l'annulation du Late Show, en considérant que c'est un soupçon de pression politique, évidemment, et donc ils disent que ça peut être vu comme de la collusion. Donc ils attaquent Paramount et du coup toute personne qui aurait participé à ça, et considèrent que c'est en fait tout simplement des pots de vin, puisque c'est en échange d'une annulation qu'il y a eu une gratification. Je crois qu'on dit bouteille. Je crois qu'on dit pas un pot de vin, on dit une bouteille de vin. Enfin, je suis pas expert du tout du truc, mais vérifions quand même. Mais j'ai pas dit le mot. Grog, peux-tu... Non mais... Je vais faire comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Kerr. Ok. Qu'est-ce que tu disais ? Merci Kerr pour cette remarque. Et donc en tout cas, il y a un... Mais de rien. Il y a un... Donc voilà. Merci Kerr pour ça, et sache que du coup, maintenant, ils vont essayer de saisir la justice, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde des médias un peu étendu
américain a très très peur de cette affaire d'annulation de Colbert et du fait que ça puisse se généraliser parce qu'il y a plein d'autres groupes qui ont des validations de la FCC en attente pour fin de cette année et l'année prochaine. Et du coup, forcément, ils se demandent qui est le prochain. Et si vous vous demandez pourquoi la Writers Guild vient s'occuper de ça, c'est parce qu'en fait, la Writers Guild s'occupe de la fiction, mais aussi de tous les auteurs des différents late shows. En fait, ils sont syndiqués à la Writers Guild. Et du coup, mon cher Kerr, tu as une dernière news. Vas-y, mon pote. Ouais, une breaking news. Le poteau. Oui, mon cher Greg, une breaking news. Le spin-off de Game of Thrones, donc sur le Chevalier Errant, vous savez, qui a été repoussé d'une année, et ben, il a des grosses infos qui sont sorties. Et alors que certains se disaient, oula, ça sent pas bon du tout, et ben en fait, ça sent très bon. Pourquoi ? Parce que déjà, la saison 1 devrait commencer début d'année 2026. C'est le Chevalier à la Rose ? Donc, alors, non. Le truc, c'est que il a été renouvelé, la série, le spin-off, la série a été renouvelée d'ores et déjà pour 2 saisons, saison 2 et saison 3, dont le tournage est prévu début 2026, donc ils n'ont pas prévu de perdre énormément de temps. Et la saison 2 arrivera 1 an après la saison 1, donc voilà, pas un énorme écart. Et alors là où c'est intéressant, intriguant, on va dire, peut-être même, certains diront inquiétant tout de même, c'est que chaque épisode, donc ce sont des saisons de 6 épisodes, et chaque épisode ne dureront que 30 à 35 minutes. C'est peu, je trouve, et on retrouve un format de série qui me fait penser à certaines séries de Disney+, du côté de Marvel, comme Ironheart par exemple. Bah, c'est pas des trucs qui me font rêver. Voilà, mais bon. On verra, peut-être que le format se prêtera mieux, la durée se prêtera mieux un peu au ton de la série. On verra. Donc voilà pour le Chevalier Errant. Je te laisse dire au revoir à tout le monde, à tous nos amis. Au revoir. Vas-y, fais-le, dis-le. Au revoir. Très bien. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo qui était, comme d'habitude, ma foi, beaucoup trop court. Merci à tous ceux qui participent un peu avec nous à ce fol été où on a mis un peu le fait qu'on avait un peu de temps comme ça pour vous enregistrer des vidéos à profit pour essayer de vous en faire plus que d'habitude. J'espère que vous avez autant kiffé que nous parce que nous, clairement, on kiffe. Merci à tous les gens qui partagent la vidéo, qui la like ou qui la commentent, ça aide la chaîne, et évidemment merci à tous les tipeurs, parce que sans eux il serait plus compliqué de financer le projet. Des bisous à tous, on se retrouve très vite et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.